Bonjour à toutes et tous, bienvenue. On attend encore quelques dizaines de secondes pour laisser les gens arriver. Et puis on va démarrer parce qu'on a déjà 3 minutes de retard. Toutes nos excuses. Eh bien, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire de présentation sur le concours 2025 de La France s'engage. On est ravis de l'organiser avec le concours de ESS France Outre-mer. On y reviendra juste après. Et je remercie d'ores et déjà Fabien pour son témoignage en tant qu'ancien candidat puis lauréat de La France s'engage qui viendra. Du coup, en termes de programme, on va présenter rapidement nos structures en tant que co-organisateur de ce webinaire. ESS France, Outre-mer et la France s'engage. On abordera ensuite le concours, puis le dossier de candidature vraiment pas à pas, pour vous donner toutes les clés afin de savoir si vous devez vous positionner ou pas cette année, et puis pour vous aider au maximum dans votre candidature si vous décidez de vous positionner. On laissera ensuite la parole à Fabien, qui nous parlera du coup de son expérience. Et après, on aura un temps de questions-réponses avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions dans le chat. Vous pouvez vous présenter aussi. Ça nous permet, nous, de voir un petit peu qui vous êtes. J'ai délibérément coupé caméras et micros pour plus de fluidité dans le webinaire. Sachez que ce webinaire est enregistré. Alors, je ne sais pas pourquoi l'enregistrement a démarré il y a 1 heure. Je l'ai fait de manière automatique, mais peu importe. Et du coup, il sera republié en replay sur notre site internet pour, si vous souhaitez le visionner ou le diffuser à d'autres personnes. Alors, je sais que parfois il y a des problèmes de visibilité des slides. C'est souvent dû à une compatibilité de navigateur. Donc, voilà, si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Je sais que normalement ça fonctionne, en tout cas sur le replay, ça fonctionnera bien. Du coup, moi, c'est Tristan Charlier. Je m'occupe à la France s'engage de l'organisation du concours et du suivi de l'impact des lauréats. Et je suis avec ma collègue Grace. Grace, tu veux te présenter avant que je commence? Je suis avec Tristan, tout ce qui est organisation du concours et jury. Voilà. Merci. Eh bien, sans plus attendre, je laisse la parole à Marina pour ESS France Outre-mer. Merci beaucoup, Tristan. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, Marina Bergotte, je suis co-déléguée aux Outre-mer au sein de ESS France Outre-mer. Je suis accompagnée donc de ma collègue Jemila Hassani. Jemila, je te laisse peut-être rapidement te présenter avant de présenter ESS France Outre-mer et nos projets. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de la mobilisation. Je suis vraiment très contente que les CRES aient vraiment joué le jeu et que l'ensemble de leur écosystème soit présent. Jemila Hassani, je suis co-déléguée à l'Europe et à l'international et je salue d'avance ceux que j'avais rencontrés en personne, à qui j'avais parlé du webinaire aujourd'hui. Donc quelques mots sur ESS France Outre-mer, qui est donc un outil au service des écosystèmes de l'ESS au travers des différentes CRES, comme vient de le dire Jemila. Les CRES sont les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si, merci Tristan, qui ont dans le cadre de la loi de l'économie sociale et solidaire des missions qui sont dites régaliennes. Elles sont inscrites dans la loi à l'article 6. Si je les résume, elles ont pour vocation, les chambres, de surtout donc représenter les intérêts des entreprises de l'économie sociale et solidaire, en assurer la promotion, accompagner les dirigeants des entreprises de l'ESS et faire la mesure de leur impact au travers d'un observatoire régional de l'économie sociale et solidaire. Et sur nos territoires, en Outre-mer, on a une particularité, celle de travailler à l'inscription de nos régions dans leur bassin géographique et à faire des coopérations, donc coopération internationale plus particulièrement.
Dans ce cadre-là, ESS France Outre-mer, avec les CRES bien évidemment, propose des solutions pour accompagner donc les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Un petit mot sur ce que sont ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est un mode d'entrepreneuriat. Ça regroupe toujours dans le cadre de la loi différents acteurs, comme par exemple des associations, des mutuelles, des fondations, des coopératives ou encore des sociétés commerciales de l'ESS. Toutes ces familles juridiques entreprennent autour de projets d'utilité sociale ou avec un impact environnemental positif. Et elles sont donc, comme je le disais, représentées par l'ensemble de leurs chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Vous voyez là dans la slide leur contact si jamais vous voulez vous rapprocher de vos différentes chambres. ESS France Outre-mer, quelques mots, a déployé une solution mutualisée au travers des différentes chambres. Cette solution s'appelle CAPESSOR. Elle permet d'accompagner les entreprises de l'ESS, notamment qui souhaitent changer d'échelle grâce à des effets leviers comme notamment les fonds européens. Et CAPESSOR est une solution, un dispositif qui permet d'accompagner les entrepreneurs avec 3 volets. Un premier volet sur la dimension déjà sensibilisation, mobilisation des bons fonds qui peuvent correspondre aux activités de votre structure, avec un appui conseil sur la conception de l'opération. Au cœur du dispositif, on accompagne vers des solutions de préfinancement puisque nous avons des partenariats avec des organismes bancaires comme par exemple l'AFD. Et enfin, on propose un accompagnement tout au long de la période d'exécution de l'opération pour éviter les rejets de dépenses et sécuriser vos structures dans la réalisation de l'action et dans la réalisation de votre bilan pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Ce dispositif, il est accessible sur l'ensemble de nos territoires et donc ce sont les CRES qui sont vraiment les portes d'entrée pour un accompagnement dans le cadre de CAPESSOR. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres si vous avez la moindre question sur l'économie sociale et solidaire de manière plus large ou sur l'accompagnement que l'écosystème existant sur votre territoire peut vous proposer ou que la CRES peut vous proposer ou CAPESSOR également. Voilà pour ESS France Outre-mer. Je ne sais pas si, Jamila, tu veux me compléter en quelques mots? Oui, rapidement, juste sur une des missions des CRES, parce que la majorité, enfin toutes sont soumises à l'article 73 de la Constitution. Donc il faut savoir que le dispositif CAPESSOR ou même d'autres acteurs comme la France s'engage permettent justement de renforcer, on va dire, l'écosystème d'entrepreneurs de l'ESS en vue de préparer une coopération régionale. Donc moi, je suis vraiment très heureuse d'être ici et de suivre de près les projets qui vont émerger, ceux qui ont déjà été accompagnés par la France s'engage, parce que demain, ce sont des potentiels justement pour se connecter depuis Mayotte et la Réunion avec le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, Madagascar. Du côté des Caraïbes, là j'en reviens, je pense à des territoires comme la République dominicaine, la Dominique, Trinidad et Tobago, Suriname, etc. Donc c'est vraiment très important le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui parce qu'à partir des CRES, il y a vraiment toutes ces possibilités-là qui sont d'une largesse qui ne dépendent que de nos ambitions et de nos envies, notre créativité. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation et merci à nouveau pour ce partenariat et pour le relais auprès des CRES parce que ça nous a permis vraiment de toucher plein de gens. Je suis ravi qu'il y ait autant de personnes sur ce webinaire dédié du coup au concours de la France s'engage et à l'Outre-mer en particulier parce que, no spoil, mais il y a des petites spécificités pour le concours pour les structures ultramarines. Quelques mots sur la France s'engage. Du coup, nous, nos missions, c'est de promouvoir l'engagement de la société civile et des initiatives d'intérêt général utiles au plus grand nombre. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On organise chaque année un appel à projet, que dans notre jargon, on appelle concours, pour détecter sur tous les territoires du coup, français, hexagonaux, ultramarins, les projets qui ont un fort impact social et qui ont un caractère innovant, soit sur un aspect social, soit sur un aspect environnemental. Notre boulot après, c'est d'organiser la sélection de ces projets. Grace vous en dira un mot. Et une fois qu'on a chaque année une quinzaine de lauréats,
de s'occuper de leur développement et d'accélérer leur croissance et leur développement territorial. Et ensuite, bien sûr, on a tout un enjeu de mise en réseau, de valorisation de ces initiatives. Donc, plus concrètement, ou dit autrement, la France Engage, c'est quoi? C'est un label qui certifie de l'impact et du caractère innovant du projet, qui généralement ouvre des portes aux lauréats. Fabien pourra peut-être nous en dire un mot si c'est le cas ou pas, ça pourrait être drôle aussi. Une dotation financière qui peut aller jusqu'à 300 000 € sur 3 ans, donc 100 000 € par an au maximum, et qui a l'avantage d'être non fléché, donc qui peut financer tout type de besoins, que ce soit du fonctionnement, de l'investissement. Souvent, ça permet de recruter des personnes en vue d'accélérer le changement d'échelle. Et au-delà du financement, on est surtout et très connu aussi pour l'accompagnement qu'on prodigue. Ça, c'est ma collègue Lisa qui s'en charge, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais que les lauréats connaissent bien. Et du coup, on a un programme d'accompagnement vraiment à 360 qui peut servir toutes les dimensions du changement d'échelle. Ça va de l'accompagnement juridique à la levée de fonds, à la gestion financière, jusqu'à l'évaluation d'impact. Vraiment, tout ce qui va pouvoir servir votre projet de développement. Il y a des sessions collectives, du coup, qui permettent aussi le partage d'expériences entre pairs qui sont très intéressantes, et des sessions plutôt individuelles, où nous, très concrètement, on prend en charge des prestations de conseil sur les thématiques dont vous avez besoin, au cas par cas. Là, on vous a mis quelques exemples de projets qui ont été lauréats il y a quelques années pour voir du coup ce qu'ils sont devenus depuis qu'ils ont été lauréats. Donc, il y a par exemple le projet de l'association Aquaponie Antilles qui a impliqué à la base une dizaine d'habitants en 2020 et jusqu'à plus de 200 personnes du coup l'an dernier lorsqu'ils sont sortis de l'accompagnement. Le projet Apéron Formation à La Réunion, qui a pu ouvrir 8 nouveaux sites grâce, en partie en tout cas, à l'accompagnement de la France S'engage. Et puis Anipli, Casa Recycle, enfin voilà, là il y a essentiellement des projets guadeloupéens et réunionnais, mais on a des projets de tous les territoires ultramarins des Caraïbes et de l'océan Indien en tout cas. Quelques chiffres du coup sur l'outre-mer. Depuis 2019, où le concours du coup est unifié. Avant, il y avait un concours spécial pour les structures ultramarines. Maintenant, on a un concours unique pour toutes les structures. Grace vous donnera quelques précisions sur l'éligibilité. Mais bref, on a eu près de 300 candidatures de structures ultramarines depuis 2019. 46 du coup chaque année. On a 15 lauréats, ce qui fait 18% des projets accompagnés, ce qui n'est pas rien pour une fondation un peu généraliste, qui soutient tout type de thématiques et tout type de projets ESS. Et au total, la dotation financière accordée pour les projets ultramarins depuis 2019 s'élève à près de 2 millions d'euros. Voilà pour ces quelques chiffres. Je te donne la parole maintenant, Grace, sur le concours. Tout le monde. Donc, comme vous pouvez voir sur la slide, on va parler des critères d'éligibilité des structures et des projets. Pour ce qui concerne les structures, la première chose à savoir, c'est que les structures doivent être des associations, des fondations, des fonds de dotation, des sociétés commerciales, mais avec un agrément ESUS qui est obligatoire pour pouvoir être éligible au concours tout simplement. Et savoir aussi que les associations peuvent se regrouper en coalition pour pouvoir postuler. Mais ce qui concerne les sociétés commerciales, il faut absolument un agrément ESUS, surtout pour le chef de file. Il y a aussi le siège social qui fait partie des critères d'éligibilité. Il faudra que la structure ait un siège en France, que ce soit dans le territoire hexagonal ou le territoire ultramarin, mais le siège doit être en France. Le budget annuel doit être supérieur ou égal à 80 000 € de l'année 2023, comme vous pouvez voir. Et la structure doit avoir minimum 3 ans d'existence au 1er juin 2025. Voilà en ce qui concerne les critères d'éligibilité des structures qui peuvent participer au concours.
Et d'autre côté, les critères d'éligibilité du projet pour lequel vous souhaitez participer, vous souhaitez concourir. Premièrement, il y a l'impact social. Il faudrait que le projet pour lequel vous postulez ait un impact social démontré, qui peut être en tout cas démontré grâce aux chiffres et grâce aux chiffres. Et un intérêt général aussi. Il faudrait que votre projet prouve et montre que ce n'est pas pour un cadre personnel, en tout cas c'est pour l'intérêt général que vous souhaitez monter le projet. Votre projet va avoir l'ambition de changer d'échelle, de changement d'échelle. Mais avant de parler de ça, il y a d'abord le fait que le projet doit déjà avoir été lancé, doit déjà avoir été mis en œuvre pour pouvoir justement mesurer la capacité du projet à impacter, tout ça. Puis arrive l'ambition de changement d'échelle. Et ici, il faut appuyer le fait que pour les structures ultramarines, cette ambition de changement d'échelle n'est pas obligatoire sur d'autres régions. Là, je parle des régions, des territoires hexagonales, pardon. C'est-à-dire que les structures qui sont en outre-mer peuvent essaimer dans d'autres villes ultramarines, pas forcément dans les territoires hexagonales. Voilà un peu la condition pour la particularité des structures ultramarines. Ouais, juste peut-être pour préciser ce point-là, c'est que effectivement, vous verrez peut-être sur nos différents supports de communication que une des conditions pour participer au concours, c'est d'essaimer sur une autre région que sa région d'origine. Et juste cette obligation ne concerne pas les territoires ultramarins, compte tenu de la spécificité de leur territoire, du fait qu'ils sont souvent isolés par rapport aux régions de l'Hexagone. Voilà, pardon, grâce pour cette petite précision. C'est tout à fait cela. Et puis, à la fin de la dynamique d'innovation sociale ou environnementale, il faudra donc que le projet pour lequel vous postulez ait cette dimension-là d'impacter totalement, que ce soit un projet d'intérêt qui agit sur le social ou sur l'environnement. Voilà donc les critères d'éligibilité, que ce soit pour les structures ou pour le projet. Ensuite, vous avez là comment sont sélectionnés donc, les critères de sélection du projet. Trois critères principaux. Vous avez là l'innovation sociale ou environnementale. Votre projet, comme je le disais dans la slide précédente, doit avoir un impact sur l'environnement ou sur le social. Là, c'est plutôt le caractère innovant, novateur du projet, le fait de répondre à un besoin non satisfait ou à un nouveau besoin. Et puis l'impact social, enfin, justement, tristement rattrapé, l'impact social démontré, c'est donc ce dont on parlait sur la slide précédente. Il faudrait que le projet ait déjà commencé pour voir si le projet a bien et bien un impact sur les problèmes sur lesquels vous souhaitez répondre. Puis le potentiel de changement d'échelle, voir les moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires. Donc, comme on disait, c'est sur les territoires ultramarins, pas forcément sur les régions hexagonales. Voilà, et il faut noter que c'est sur ces critères-là que sont notés les projets. Chaque critère est noté donc de 1 à 5. Et le classement, enfin, c'est la totalité vraiment de tous ces points qui feront que vous soyez sélectionné ou pas. Vous avez là le calendrier, donc ce sont des dates à retenir. L'appel à projet qui débute du 7 janvier et va se clôturer le 30 janvier. Donc le 7 janvier à 12h, vous aurez sur notre site la possibilité d'ouvrir vos comptes et de commencer la rédaction de vos dossiers. C'est à partir du 7 janvier à 12h et va se clôturer le 30 janvier à 18h. Après cette étape-là, qui dure un mois, arrive la première partie donc, du jury de sélection, le premier jury de sélection entre du 10 mars au 4 avril. Puis arrive le bootcamp, à savoir que de ce premier jury de sélection, on va sortir une quarantaine de dossiers qui seront sélectionnés. C'est donc cette quarantaine de dossiers qui vont passer au bootcamp.
du 20 au 22 mai à Paris. Et il y a des précisions, je pense, qui seront données là par rapport au bootcamp. Mais sachez que c'est du 20 au 22 et seulement la quarantaine de dossiers sélectionnés qui pourront participer au bootcamp. Et c'est à l'issue de ce bootcamp qu'il y aura le jury final, le 23, toujours à Paris. Et c'est lors de ce jury final que chaque structure va faire un pitch. C'est grâce à ce pitch que seront sélectionnés les lauréats du concours 2025. Donc, décision prise par le conseil d'administration fin juin, comme vous voyez, et puis l'annonce des lauréats début juillet 2025. Juste pour faire une petite précision sur les jurys, effectivement, ce ne sont pas nous, personnels de la Fondation, qui sélectionnons les projets. On organise des jurys collectifs qui réunissent des salariés de nos entreprises mécènes, d'anciens lauréats. Merci d'avance, Fabien, pour ça. Et des partenaires aussi locaux qu'on peut avoir dans les différentes villes où on organise des jurys. Et sur le bootcamp, c'est 3 jours. Pourquoi on vous fait venir 3 jours à Paris? C'est pour vous donner déjà un avant-goût en tant que finaliste du programme d'accompagnement, puisque vous allez avoir accès à tous nos partenaires de l'accompagnement, des ateliers sur la levée de fonds, sur la mesure d'impact, etc. Et aussi une formation à la prise de parole en public et au pitch, qui est dispensée par notre partenaire Avas Paris, expert en communication, et qui vous servira notamment pour pitcher devant le jury final le 23 mai, mais plus globalement pour présenter vos projets. Au programme aussi dans le bootcamp, on a des speed meetings avec des financeurs pour élargir aussi vos perspectives dans le cas où vous ne serez pas lauréat. Parce que parmi les 40 finalistes, on ne retient en finale que 15 lauréats, à peu près. Et vous avez là donc les ressources qui seront très utiles pour approfondir vos connaissances ou pour en savoir plus sur le concours. Vous avez le guide des candidats, la phare à questions, la FAQ et puis le calendrier. Donc, sur le guide des candidats, c'est vraiment un livret important dans lequel vous avez toutes les informations, les critères d'éligibilité, un peu plus en détail, et tous les conseils, enfin, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous aurez besoin pour répondre au mieux à l'appel à candidature, appel à projet. Et sur la chaîne d'après, vous verrez, là par exemple, il s'agit d'une capture de ce que vous pouvez trouver dans le guide de candidat. Et là, ce que vous avez sous vos yeux, c'est un extrait du questionnaire de candidature. Vous avez par exemple les questions sur l'innovation sociale ou environnementale, l'impact social démontré. Donc, ce sont là les questions que vous retrouverez dans le questionnaire de candidature. Vous pouvez donc vous baser dessus pour voir un peu à quoi vous attendre et comment vous pourrez répondre à ces questions, tout en respectant aussi les signes que vous pouvez voir en rouge là. Donc voilà, c'est vraiment, je vous invite à vraiment consulter ces ressources-là, le guide de candidat, à l'imprimer au besoin. En tout cas, vous avez toutes les informations et tout ce dont vous aurez besoin, tout ce dont vous avez besoin, tout est à l'intérieur. Ouais, on publie aussi ces éléments, notamment les questions qui seront posées dans l'appel à projet en amont de cette ouverture, parce que comme vous pourrez le constater, il y a pas mal de questions qui relèvent de la stratégie et qui peuvent impliquer, ou qui impliquent souvent, peut-être que Fabien nous en dira un mot, des discussions, des échanges pour savoir quel est le projet stratégique de votre structure dans les années à venir, et donc qui implique des échanges avec vos équipes, voire avec votre gouvernance. Et parfois, on n'a pas forcément le temps sur les 3 semaines de l'appel à projet de mener, en tout cas dans de bonnes conditions, ces échanges-là. Donc c'est pour ça qu'on le publie dès le mois de novembre, pour vous permettre de prendre un petit peu d'avance et de préparer. On est conscient qu'on demande beaucoup et des choses assez précises et complexes, mais en même temps, le jeu en vaut la chandelle normalement. On va donc sur les conseils. Ce que Tristan vient de dire, le premier conseil que nous vous donnons, c'est vraiment de pouvoir rédiger votre dossier
de la façon la plus claire possible, la façon la plus compréhensible possible, parce que, comme disait Tristan, les examinateurs ne sont pas forcément des experts en innovation sociale ou en ESS, donc il est préférable que vous construisiez que vous rédigez votre dossier le plus clair possible, le plus compréhensible possible, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation quelconque qui vous soit malheureusement néfaste. Donc, un dossier plus clair et plus cohérent, ça vous aidera beaucoup. Un autre conseil, c'est sur la rédaction du dossier en équipe. Il est préférable aussi de le rédiger en équipe, afin d'avoir plusieurs regards, de corriger un peu le style, la rédaction, quelles sont les informations, les données importantes à mettre ou pas. C'est mieux de le faire en équipe en tout cas. Et le prochain conseil, c'est de ne pas s'auto-censurer. Comme vous avez vu sur les slides précédentes, les chiffres, ça montre que la chance est pour tout le monde. Tout le monde peut postuler. Et vous avez par exemple là en dessous 7 sur 15 des lauréats 2024 postulés pour la première fois. Bon, c'est pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une expérience de candidature qui s'élève à 3, 4. Enfin, pas besoin d'avoir postulé avant pour pouvoir espérer gagner ou être lauréat. Postuler pour la première fois peut aussi vous amener à être lauréat. Et les territoires ultramarins sont toujours bien représentés. L'année passée, il y a eu 2 lauréats ultramarins au concours. Et vous voyez que 18% quand même depuis 2019, c'est dire que vous avez de la chance quoi, de postuler. Tout le monde peut postuler, tout le monde peut être lauréat du concours. La France s'engage. Et le tout dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est sur la rédaction aussi du dossier, mais en le faisant en amont sur un document Word, afin de voir si vous respectez vraiment les signes déjà, de voir si vous avez bien toutes les informations, si le document est facilement compréhensible, s'il y a vraiment toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà un peu les conseils. Je ne sais pas si Tristan, tu as d'autres conseils à... Non, c'est bien. Ok. Voilà pour les conseils. Vous aurez sûrement d'autres questions à poser. D'ailleurs, sur les questions, j'ai vu qu'il y en avait déjà dans le chat. On répondra à toutes les questions à la fin de la présentation. Je les reprendrai toutes depuis le début en les lisant à l'oral pour le replay, pour que ce soit plus compréhensible dans le replay. Pardon pour cette petite incise. Donc, la candidature qui va s'ouvrir le 7 janvier à 12 h sur notre site internet, vous aurez déjà le lien qui vous amènera vers le compte. Et puis, elle va se clôturer le 30 janvier, comme je disais. Le premier jury de sélection du 10 mars au 4 avril. Puis, les résultats du premier jury, c'est en avril. Le bootcamp, on en parlait tout à l'heure, c'est du 20 au 23 mai 2025, après le premier jury. Puis, le prochain webinaire, c'est le 16 janvier 2025, de 13 h à 14 h. À savoir que ce prochain webinaire, du 16 janvier, est réservé à toutes les personnes, à toutes les structures qui ont déjà ouvert leur compte, qui ont déjà commencé à la rédaction de leur dossier. Et donc, ce sera vraiment une séance questions-réponses et voir comment répondre à toutes vos questions pour vous aider dans la rédaction de votre dossier. Voilà pour les prochaines dates. Je vais à présent donner la parole à Fabien, qui va me faire un petit témoignage, un vrai témoignage de son expérience à la fin de son âge. Quels sont les conseils que tu peux donner à toutes ces structures et surtout nous dire qu'est-ce que ce concours t'a apporté à toi ou à la structure. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tout le monde, spécialement à ceux qui nous regardent depuis l'océan Indien. Voilà, moi c'est Fabien, je suis directeur de l'association WebCup. Donc on s'est développé à La Réunion depuis 2010, principalement dans l'inclusion numérique, insertion professionnelle et aussi avec un volet événementiel assez conséquent. Si vous voulez plus d'infos, le plus simple c'est d'aller sur webcup.fr. Donc, on a candidaté effectivement à la France s'engage en 2020 et on a été lauréat en 2021. Donc, voilà, en 2020, on a candidaté, on n'a pas été retenu, on a fini devant le podium. On a fini, si je me souviens bien, il y avait 10 projets de sélectionnés cette année-là et on était 11e.
Donc, on était un petit peu dégoûtés. On s'est dit, oh mince, on a travaillé tout ça pour ça. Et donc, on a demandé à la France s'engage pourquoi, qu'est-ce qui avait fait que on n'avait pas pu être sélectionné. Et en fait, on était arrivé en égalité avec le 10e. Et on nous avait expliqué que dans ces cas-là, c'est la note d'impact par le jury qui est déterminante, en fait, qui départage. Et l'autre projet d'une autre structure avait une meilleure note que nous là-dessus. Donc, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Mais on n'a pas baissé les bras. On a redéposé notre candidature en 2021. Et cette fois-ci, voilà, ça a porté ses fruits. On a pu être retenu. Et c'est vrai qu'on avait pu aussi démontrer dans le deuxième dossier de candidature que malgré tout, on avait avancé sur le projet. On avait des nouveaux partenaires qui s'étaient rejoints à nous, etc. Donc, je pense que si jamais il y en a parmi vous qui vont proposer une seconde candidature, qui n'ont pas déjà été retenus une première fois, n'hésitez pas à mettre dans votre dossier les éléments nouveaux de votre projet, des nouveaux points d'étape, des avancées intéressantes. Parce que, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est ça qui nous a fait sélectionner, mais je pense que ça joue le fait de montrer que, OK, on représente un dossier, mais entre-temps, on ne s'est pas tourné les pouces, quoi. On a quand même travaillé sur le projet qu'on veut mener. Donc, nous, le projet qu'on a présenté en 2020 et 2021, c'était l'essaimage sur Mayotte de nos activités, sachant qu'on avait un modèle qui fonctionne bien sur la Réunion. On est aujourd'hui une cinquantaine de salariés et tous les mois, on arrive à les payer. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à faire un modèle économique viable et aussi innovant. Donc, on s'était dit, pourquoi pas essayer via cette fondation, parce qu'il en existe un tas de fondations, hein, on avait benchmarké pas mal de choses, mais la Fondation France Engage nous avait paru vraiment intéressante parce qu'elle correspondait à ce côté SMH, ce côté duplication d'un modèle, accompagnement, etc. Et on en avait vraiment besoin. Donc voilà, on a proposé notre SMH de modèle sur Mayotte, ça a été retenu. Les conseils que je peux donner par rapport au dossier, vous allez voir, alors je ne sais pas si les dossiers sont totalement identiques qu'à l'époque où nous, on a participé, mais en tout cas, c'était quand même quelque chose d'assez conséquent en termes de travail. Et au final, ça nous permettait de vraiment se poser enfin sur un projet. Généralement, on a toujours plein de projets dans une association ou dans tout type de structure. Et le temps de travail sur le dossier de la France s'engage nous a vraiment permis de nous concentrer, de prendre un temps nécessaire pour vraiment réfléchir au projet. Tu l'as dit, Tristan, aussi, avec la gouvernance, avec les salariés. Et je pense que sans cet appel à projet en 2020 puis 2021, malgré tout, ça serait resté un projet. On aurait peut-être attendu qu'une opportunité se présente pour vraiment y aller. Alors que là, en choisissant de candidater à la France s'engage, ça nous a permis de vraiment nous mettre la tête dans le projet, de définir vraiment convenablement les contours, ce qu'on comptait mettre en place, etc. Et c'est vrai que ce temps, la première année, il n'a pas payé, mais il a payé la seconde année. Et j'ai même envie de dire que si au final, on n'avait pas été retenu la seconde année, c'était quand même pas du temps perdu parce que ce projet, il nous animait. On avait vraiment envie d'y aller sur Mayotte parce qu'on connaissait déjà ce territoire. On avait déjà des liens avec des partenaires là-bas. Donc, pour nous, c'était une logique en fait d'y aller. Et ce n'est pas le fait de ne pas être retenu par la France s'engage qui nous aurait fait nous arrêter. Mais par contre, on aurait, grâce à ce dépôt de candidature, travaillé un projet beaucoup plus pointu, beaucoup plus travaillé que si on n'avait pas candidaté. Donc, dites-vous que ça va vous prendre du temps. Mais en tout cas, notre niveau, c'était vraiment du temps efficace et qui nous a permis de vraiment bien ficeler la chose et de pouvoir dérouler ensuite cette nouvelle modélisation de nos activités sur Mayotte. Ensuite, la labellisation, ça apporte pas mal de choses. Tout d'abord, de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Alors, pour la petite histoire, nous, on n'a pas eu tout ce qu'on avait demandé. Généralement, on demande toujours un petit peu plus dans un dossier et on nous donne toujours un petit peu moins. Alors, mais par contre, ce n'était pas grave au final
parce que le fait d'être labellisé Fondation France s'engage, ça nous a permis d'avoir un formidable levier via la Banque des Territoires et le ministère de l'Outre-mer. Et ça, sans cette labellisation, le fait qu'on a pu montrer que la France s'engage nous suivait, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué de trouver des cofinancements avec des acteurs comme la Banque des Territoires et le ministère de l'Outre-mer. On ne les connaissait pas à l'époque. Donc, on a un petit peu jeté une bouteille à la mer et ça a marché. Je pense que le label France s'engage y a joué pour beaucoup. Et également, une fois sur place à Mayotte, les relations avec la préfecture, avec notamment la dette ou d'autres services à Mayotte, sont aussi assez facilitées par le côté labellisation Fondation France s'engage. Je pense que c'est quand même un gage de sérieux des projets qu'on amène sur un territoire, d'avoir cet accompagnement. Ensuite, on bénéficie d'autre chose que de la monnaie sonnante et trébuchante. On a aussi tout plein d'accompagnements. Donc, il y a des webinaires. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent pendant 3 ans d'accompagnement. Et ça, c'est génial parce que c'est un peu à la carte. C'est vraiment suivant nos besoins. Nous, on a pu se faire accompagner par un cabinet d'avocats spécialisé dans justement les projets ESS. Donc, c'est Impact Lawyers, qui ont été vraiment très bons sur tout le côté juridique de notre implantation, nous aider à définir, parce qu'en fait, on peut s'implanter de différentes manières sur un territoire. On peut faire, je sais pas moi, des franchises, on peut faire des spin-offs de structures, on peut créer un autre modèle de structure, c'est-à-dire qu'à l'association, à La Réunion, on est une association, mais à Mayotte, on aurait pu très bien se diriger vers une SIC, une coopérative, etc. Donc voilà, ils nous ont vraiment accompagnés sur ce volet juridique important dans un SMH. On a aussi bénéficié de consultants spécialisés dans l'impact. Ça, c'est quelque chose d'important. Nous, on n'était pas avant l'accompagnement avec la France s'engage sur des mesures d'impact. On ne maîtrisait pas bien le sujet, voire pas du tout. On savait que c'était de plus en plus demandé par dans des dossiers de subventions divers et variés. C'est vrai qu'on ne maîtrisait pas bien ça, et d'avoir eu un accompagnement sur la mesure d'impact et d'avoir justement une aide pour nous accompagner à trouver nos propres indicateurs et la manière dont on peut justement les transformer grâce aux data que vont nous remonter nos bénéficiaires. Aujourd'hui, on le fait toujours de manière vraiment à chaque action qu'on fait avec un public aujourd'hui, on met en face des mesures d'impact. C'est toujours un plus aussi dans les bilans que vous allez remonter, que ce soit pour la Fondation France s'engage ou pour d'autres partenaires. Et après, l'autre accompagnement dont on a bénéficié, parce qu'on l'a demandé, c'était aussi une agence de communication pour nous aider à un petit peu brander tout ça, d'avoir peut-être une marque territoriale un petit peu différente de celle qu'on a sur La Réunion. Parce que voilà, c'est pas tout de s'implanter sur un territoire. Il y a certaines choses qu'on doit adapter. Et on pensait que la marque pouvait être justement un de ces éléments. Donc, on a été aussi accompagné là-dessus par Fantastic Bazar, ça s'appelait, l'agence partenaire de la Fondation France s'engage. Donc, voilà pour les accompagnements, en tout cas, nous, ce qui nous a servi à notre niveau. Et après, pour terminer mon petit témoignage, il y a vraiment un vrai relationnel avec la France s'engage. Alors, je le dis, forcément, ils sont là, ça paraît un petit peu facile, mais c'est réel. On est vraiment très bien suivis avec les équipes, il y a vraiment des échanges. On a l'impression presque de faire partie d'une famille. Étant dans l'outre-mer, on échange beaucoup en visio. Il y a des webinaires avec les autres lauréats outre-mer. Ça a permis de rencontrer d'autres porteurs de projets formidables, de voir ce qu'on peut faire ensemble, les synergies qui peuvent en être, etc. Et après, voilà, on a eu aussi 2-3 séquences où on a pu se rencontrer physiquement. Une fois, la fondation qui était venue à La Réunion, 2 autres fois où on a été invité en métropole. Donc voilà, ça permet vraiment de garder du lien
et de faire partie intégrante d'une famille vraiment France s'engage qui se met en place. Que dire d'autre? Découragez-vous pas par rapport au dossier. Alors, il a peut-être changé depuis 2020, depuis 2021, mais c'est vrai que c'est assez conséquent. Mais au final, ça peut être que bénéfique pour votre projet, même si par malchance, vous ne seriez pas retenu. Un dernier point, si j'ai été membre du jury l'année dernière, enfin sur la labellisation 2024 du coup, et j'étais vraiment étonné de voir la qualité des projets et je me disais mais comment on a fait pour être sélectionné quand je vois les projets que je suis en train de lire. Donc presque un syndrome de l'imposteur a posteriori qui s'est créé. Mais non, mais non. Ouais, non, mais vraiment, il y a des très grandes qualités de dossier. Donc voilà, si je refais partie du jury l'année prochaine, alors jury de première sélection, hein, ce sera avec plaisir que j'aurai un regard sur vos dossiers. C'était très enrichissant de découvrir tous les, enfin une partie, hein, on se partage les dossiers à plusieurs, mais de découvrir comme ça 6-7 projets qui sont présentés, c'était très enrichissant pour ma part en tout cas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le temps restant. Merci beaucoup, Fabien. Je vais reprendre les différentes questions dans le chat. Juste une petite précision sur les jurys. On ne l'a pas dit dans la présentation, mais pour éviter tout conflit d'intérêts, on fait en sorte que les jurys organisés sur un territoire n'évaluent pas les projets de ce territoire. Voilà. Du coup, je vais prendre les questions dans l'ordre. Siège, y a-t-il un critère discriminant concernant les associations? Non. Le concours est ouvert à toutes les structures de l'ESS, donc fondation, fonds de dotation, société commerciale ou coopérative, si elles ont l'agrément ESUS. Le siège social doit être en France hexagonale ou ultramarine. Si le siège social est en France hexagonale, à ce moment-là, le projet doit présenter des perspectives d'essaimage sur une autre région que la région d'origine. Si le siège social de la structure est en France ultramarine, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de présenter un projet d'essaimage sur un autre territoire. Même si là, Fabien nous a présenté son projet qui montrait du coup un essaimage sur Mayotte, c'est très bien et c'est vraiment bienvenu, mais ce n'est pas du tout obligatoire et discriminant dans l'évaluation des dossiers pour les territoires ultramarins. Est-il possible en tant que tête de structure proposer un projet à destination de nos sites ultramarins? J'ai déjà répondu à la question. Si la structure a son siège en France hexagonale, elle doit présenter un projet d'essaimage sur d'autres territoires. Ça peut aussi être un projet de renforcement de certains territoires, mais il faut qu'il y ait quand même un essaimage sur d'autres régions. Je ne peux pas participer au concours car je n'ai pas 3 années d'existence. Alors, vous ne pouvez pas participer au concours tout seul. Par contre, comme on l'a dit, vous pouvez y participer dans le cadre d'une coalition si la structure tête de file a, elle, les 3 années d'existence. Idem pour le chiffre d'affaires souhaité. La question suivante. Bonjour, cette année, nous ne pouvons malheureusement pas participer n'ayant pas le chiffre d'affaires souhaité. Donc, le budget de 80 000 €. Là aussi, vous ne pouvez pas participer seul au concours, mais dans le cadre d'une coalition d'acteurs, si vous vous mettez d'accord, si vous avez un projet commun, vous pouvez complètement y participer, parce qu'à ce moment-là, le budget retenu, ça va être la somme des budgets de la coalition. En revanche, il faut bien avoir les 3 années d'existence. Même question, du coup. Est-il possible de redonner le lien vers le dispositif CAP-ESSOR? Ça, je crois que Marina l'a fait dans le chat. C'est le lien vers les CRES des différents territoires que vous pouvez trouver sur le site de ESS France, je crois. N'hésitez pas à me compléter, Marina et Jamila, si besoin sur ces sujets. Structure en cours de création, donc je ne peux pas me positionner pour le prochain concours. J'ai déjà répondu à la question. Effectivement, pas tout seul, il faut avoir 3 ans d'existence, mais vous pourrez vous positionner en coalition si vous le souhaitez. Bonjour, nous sommes une association dont le siège est à Paris, mais nous avons un pôle en Martinique. Doit-on présenter un dossier pour l'association en général ou un dossier pour l'association en France hexagonale et un autre pour l'outre-mer? Non, c'est un dossier par structure.
Et du coup, on vous demande, en fait, on identifie votre structure selon où est situé le siège. Donc, si le siège est à Paris, ça va être la structure globale qui a son siège à Paris qui va candidater et qui va du coup proposer, si elle souhaite candidater, un projet d'essaimage, soit dans d'autres régions hexagonales, soit dans d'autres régions ultramarines. Une présentation. Pourriez-vous préciser la nature des soutiens financiers apportés par le concours? Est-ce une dotation, un pourcentage des dépenses engagées, un temps moyen par lauréat, préfinancement? Ok, donc c'est une dotation financière, c'est une subvention de mécénat, parce que nous tirons nos ressources essentiellement du mécénat privé. Et du coup, c'est une subvention non fléchée qui peut aller jusqu'à 100 000 € par an, donc 300 000 € sur 3 ans. Et elle est versée du coup en 3 fois, un premier montant la première année, une deuxième tranche la seconde année, une troisième tranche la troisième année. Et en termes de montant moyen par lauréat, je crois qu'on est sur 200 et quelques mille euros en moyenne sur les dernières années, sur 3 ans. Une structure ayant déjà pu bénéficier de financement de la part de la Fondation de France peut-elle participer au concours? Oui, tout à fait. La Fondation La France s'engage et la Fondation de France, c'est différent. Et on accepte bien sûr toutes sortes de cofinancement. D'ailleurs, on ne peut pas être les seuls financeurs de vos projets que vous présentez au concours. Il faut toujours qu'il y ait un cofinancement. Donc la Fondation de France, bien sûr, n'importe quelle autre fondation, partenaire public-privé, est bienvenue. D'ailleurs, on vous demande, parmi les pièces à joindre au dossier, les partenaires financiers que vous envisagez pour votre projet. En revanche, une structure qui a déjà été lauréate de la France s'engage ne peut pas reparticiper au concours. On est lauréat une seule fois. Quel est le nom du cabinet d'avocats évoqué par Fabien? C'est Impact Lawyers et ils sont à La Réunion. Je ne suis pas sûr qu'ils aient une antenne présente physiquement à La Réunion. Je vois que Fabien dit non de la tête aussi. Donc, mais par contre, ils peuvent tout à fait intervenir pour des projets réunionnais. Ils le font à distance, j'imagine. D'ailleurs, le site internet a été mis dans le chat, impactlawyers.fr. Votre labellisation, Fabien, vous permet-elle de partager votre projet à d'autres territoires ultramarins ou hexagonaux? Fabien, tu veux répondre à cette question? Oui, en fait, toute opportunité. En fait, la labellisation, c'est un projet qu'on porte à un instant T, mais c'est-à-dire que quand on va faire les bilans annuels, on peut tout à fait expliquer que on va même plus vite que ce qui était prévu et qu'on est en train de déployer sur d'autres territoires, etc. Il n'y a vraiment rien qui est bridé par la labellisation. Au contraire, la France s'engage par du principe que plus on arrivera à se développer grâce à eux, mieux c'est. Donc, tous les projets en partenariat, les opportunités qui peuvent naître de la visibilité qu'offre la Fondation France Engage sur un projet sont bonnes à prendre. Donc, ce que je peux faire, c'est je vais mettre mon mail dans le chat. N'hésitez pas à me contacter et à revenir vers moi pour m'expliquer à quoi vous pensez. Merci beaucoup, Fabien. Je vous ai mis aussi la dernière slide avec l'adresse concours à la Fondation La France s'engage si vous avez des questions sur le concours. Ensuite, une question. Est-ce que le voyage au bootcamp est financé par la Fondation pour les projets insulaires du sud du monde? Oui, le voyage au bootcamp, donc l'hébergement et le transport, sont financés par la Fondation pour une personne. Pour toutes les structures hors Île-de-France. Donc même les structures hexagonales d'autres régions d'Île-de-France sont aussi financées, et les ultramarins, bien sûr, aussi. Bonjour, dans les critères d'éligibilité sur les 3 ans d'existence, cela concerne l'association ou le début de la mise en place du projet. Peut-on candidater 2 fois dans le même appel à projet pour 2 projets différents? Non, on vous conseille vraiment de candidater une seule fois pour un seul projet. Parce qu'il n'y en a qu'un qui sera examiné et ça permet du coup d'être sûr que vous voulez vraiment être évalué sur ce projet-là en priorité. Le critère d'éligibilité de 3 ans, c'est sur la structure qui porte le projet, parce qu'on a certaines grosses structures qui vont présenter un petit projet, c'est pour ça qu'on fait la différenciation projet et structure. Mais pour les petites structures qui n'ont qu'un seul projet, c'est la même chose, mais ça peut être différent pour les grosses structures qui ont plusieurs projets. Donc la structure doit avoir 3 ans d'existence et le projet déployé, s'il est différent, si c'est juste une partie de
de celui de la structure, il doit être mené depuis 1 an pour avoir des premiers résultats qui justifieraient du coup son essaimage, son changement d'échelle. Devons-nous présenter un dossier pour un projet particulier de notre association, ou pouvons-nous présenter l'ensemble du projet global de notre association? Je viens d'y répondre, c'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation pour l'un ou pour l'autre, permet cette différenciation, mais elle n'est pas obligatoire. Si vous voulez présenter le projet global de votre structure, c'est tout à fait possible. Il y a des remerciements. Merci d'avoir participé également. L'agrément ESUS n'est donc pas obligatoire pour les associations. Non, l'agrément ESUS est obligatoire pour les sociétés commerciales et coopératives. Si on a déjà été lauréat, est-il possible de recandidater sur un autre territoire? Non, ce n'est pas possible. Essaimage sur des régions uniquement françaises, très bonne question. L'essaimage, vous avez le droit d'essaimer dans tous les territoires internationaux que vous souhaitez, bien évidemment. Mais dans le cadre du concours, nous, ce qu'on va évaluer, c'est l'essaimage dans d'autres régions françaises, effectivement. On ne va pas noter ni positivement ni négativement un essaimage international. Et j'avais cru comprendre que l'essaimage n'est pas obligatoire en Outre-mer. Effectivement, l'essaimage territorial n'est pas obligatoire en Outre-mer. On peut s'en tenir au sein de notre département ou territoire, c'est accepté, oui, mais il faut quand même avoir un projet de développement, même si c'est au sein de notre territoire, qui touche davantage de bénéficiaires. C'est ça qu'il faut montrer. Pour les lauréats, quel est le délai de paiement de la subvention octroyée? Peut-être que là, Fabien, tu peux faire un petit retour d'expérience sur le délai de paiement. Tu diras peut-être ça mieux que moi. Ouais, alors j'ai pas mon super bras droit responsable administratif William. William qui gère ça. Je serais bien incapable d'y répondre, désolé. Ok, non, on est assez rapide en fait sur les délais de paiement. Ça dépend des conventions, mais on signe une convention avec vous. En gros, vous avez la confirmation que vous êtes lauréat en juillet. Et entre le mois de juillet et la fin de l'année, il y a la signature de la convention qui est opérée. Et dans les conventions, c'est précisé que vous recevez le financement après avoir renseigné un reporting. Et c'est avant telle date de chaque année. Et on paye du coup avant telle date de chaque année. Et on vous envoie les demandes de reporting suffisamment en amont pour que vous ayez le temps de les remplir, et que ça cadre, avec ce qui est inscrit dans la convention. Donc, il y a 3 tranches pour la convention. J'ai compris que le projet doit être déjà mis en œuvre. Oui, vous avez bien compris, le projet doit déjà être mis en œuvre et avoir déjà des premiers éléments de résultats qui justifient son développement. Des remerciements. Une présentation. Notre association bénéficie déjà de subventions européennes via le FSE. Est-il possible de candidater? Oui, tout à fait. Encore une fois, nous, on ne finance rien tout seul, donc on ne finance qu'avec d'autres partenaires, et le FSE notamment. Maison des familles du Sud Mayotte, sur quelle adresse mail on peut envoyer notre projet? Alors, on ne l'envoie pas par mail, comme Grace l'expliquait. Le 7 janvier prochain, ouvrira notre appel à projet sur notre site internet, et c'est une procédure de dépôt en ligne. Donc, on ne reçoit rien ni par la poste, ni par mail. C'est vraiment uniquement via notre site web que vous aurez le lien vers la plateforme de candidature. Aurons-nous par mail le document de présentation? Vous aurez par mail le lien vers le replay, donc avec le document de présentation et la présentation et les réponses aux questions. Quels sont les taux de cofinancement? Alors, il n'y a pas de taux préétabli pour les cofinancements. Ça varie de 20 à 80% du budget, mais même ça peut aller parfois au-delà et parfois en deçà. Il n'y a pas de règle fixe sur le cofinancement. Nous, ce qu'on va évaluer par contre, ça va être votre capacité, même si au moment où vous candidatez et vous êtes lauréat, il y a une forte dépendance parce que le budget, la dotation de la France Engage occupe, je ne sais pas, 70 ou 80% du budget. Ça va être dans la manière que vous aurez de présenter le dossier, votre capacité à élargir votre assiette de financeurs et à trouver d'autres financeurs pour prendre le relais au fur et à mesure des années. Une question plutôt pour ESS France Outre-mer. Bonjour, les CRES peuvent-elles accompagner à la rédaction des dossiers de candidature?
Je ne sais pas si vous voulez répondre, Jamila ou Marina. Alors, pour répondre à la question, ça va vraiment dépendre de chaque CRES. Elles sont pas forcément aujourd'hui constituées de la même manière. Elles répondent toutes aux missions précédemment évoquées, mais elles n'ont pas les mêmes dispositifs d'appui et d'accompagnement. Donc, le mieux, c'est de se rapprocher de la CRES pour voir si effectivement elles peuvent proposer un appui dans ce cas de figure. En ce qui concerne le dispositif CAP-ESSOR, ça peut être un lien, une passerelle pour un accompagnement. Par exemple, vous êtes bénéficiaire de fonds européens, vous souhaitez faire un effet levier avec le concours, c'est tout à fait possible. Nous, en tout cas, on pourra vous apporter un appui dans ce cas de figure. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Merci Marina. Et peut-être, grâce, on a parlé un petit peu sur les conseils. C'est vrai qu'on le dit jamais assez, mais faire relire son projet par quelqu'un qui ne vous connaît pas, enfin, qui vous connaît mais qui ne connaît pas exactement ce que vous faites dans votre structure ou avec votre projet, c'est vraiment un bon conseil parce que les personnes qui vont évaluer votre dossier ne connaissent souvent rien du tout, ni à votre territoire, ni à votre action, ni à vos bénéficiaires. Et donc vérifier enfin voilà, ne serait-ce que poser la question à quelqu'un d'extérieur à votre projet, de ce qu'il a compris de votre dossier, ça va vraiment vous donner à vous une idée de ce qu'on retient, de ce que les jurys vont retenir, et vous pourrez du coup ajuster si ce n'est pas exactement ça les messages que vous voulez faire passer. Et comme il n'y a plus d'autres questions, je pense que ce sera le mot de la fin, sauf si quelqu'un se manifeste tout de suite. Mais je vous remercie beaucoup toutes et tous aux intervenants d'avoir bien voulu intervenir dans ce webinaire et à tous les participants pour avoir suivi, posé des questions. Et encore une fois, on vous mettra le lien vers le replay de ce webinaire via notre site internet. Merci beaucoup et très belle journée.